Bonjour, 3 thèmes seront abordés dans ma présentation. Pour commencer, je parlerai de la façon dont les personnes neurotypiques, c'est-à-dire les personnes non autistes, perçoivent les personnes autistes. Ensuite, je présenterai la réalité telle qu'elle est vécue par les personnes autistes. Et finalement, je vous donnerai des trucs et des conseils pour que votre relation avec votre élève autiste soit agréable pour vous et bénéfique pour vos élèves autistes. Je vis en bordure du golfe Saint-Laurent. Il y a devant chez moi des cormorans, des fous de bassin, des goélands qui pêchent dans les bancs de poissons. Ces 3 oiseaux ont des techniques de vol et de pêche qui sont fort différentes. En observant les oiseaux un matin, j'ai pensé, c'est pas croyable comment les cormorans gaspillent de l'énergie. En effet, ils battent beaucoup plus des ailes que les fous de bassin ou les goélands. Mais l'instant d'après, j'ai réalisé que je jugeais sa performance du cormoran en le comparant à des oiseaux qui sont équipés vraiment différemment par la nature. Donc mon jugement il était défaillant. Les fous de bassin, ils chassent en volant pour repérer une proie, puis ils replient leurs ailes et ça provoque une chute libre, puis ils tombent sur leur proie à une vitesse de 90 km/h. Les goélands, eux, ils utilisent une variété de techniques parce qu'ils sont à l'aise à marcher sur la terre, nager sur l'eau ou voler dans les airs. Donc, ils misent sur la polyvalence pour assurer leur survie. Les cormorans misent sur la spécialisation parce qu'ils font de la pêche sous-marine. Le plumage du cormoran il est partiellement perméable. Ça peut sembler un déficit pour un animal marin, mais c'est un avantage pour sa technique de chasse. La morale de cette fable d'oiseau marin, c'est que il faut juger chacun en fonction de ses caractéristiques et de sa raison d'être. Si on juge le cormoran en fonction des performances en vol, il semble un incompétent improductif. Mais on ne s'attend pas puis on n'exige pas que le fou de bassin excelle dans la natation sous-marine. Le concept de déficience, c'est donc une chose très relative. Le cormoran il est handicapé par rapport aux autres oiseaux marins quand il tente de décoller de l'eau parce que son plumage est rempli d'eau puis ça l'alourdit. Mais les autres oiseaux marins sont handicapés par rapport aux cormorans s'ils essaient de plonger à partir de la surface de l'eau parce que leur plumage à eux est imperméable, donc il retient l'air. C'est pareil pour les humains. Si tu essaies de faire fonctionner une personne autiste de la même manière qu'une personne neurotypique, elle va être en situation de handicap. Si tu la laisses fonctionner selon la manière qui est adaptée à ses caractéristiques, elle va réussir bien mieux. Bon, par contre, il faut aussi tenir compte de l'environnement. Les pattes du fou de bassin ne sont pas aussi bien adaptées à la marche que les pattes du goéland. Et donc, le fou de bassin, il ne peut pas chasser en environnement terrestre. Les oiseaux, eux, ils ont la chance d'avoir accès à une grande variété d'environnements. Ils ont l'environnement marin, l'environnement terrestre, l'environnement aérien, ils peuvent chasser partout. Les humains, ils ont accès à un seul environnement, notre société humaine. Et les personnes autistes ont des caractéristiques qui sont peu compatibles avec l'environnement de la société neurotypique actuelle. C'est pourquoi les personnes autistes se retrouvent en situation de handicap et elles ont besoin de soutien pour pallier leurs déficits. L'opinion qu'une personne se fait d'une situation, d'un objet ou d'une autre personne, ça dépend de son point de vue. Littéralement. Ça dépend d'à partir de quel angle elle regarde la situation. Parfois, vous allez observer un comportement d'une personne autiste, puis vous en aurez une interprétation en fonction de votre point de vue. Bien sûr, avec n'importe quel humain, il faut prendre le temps de se mettre à la place de l'autre. Mais c'est particulièrement important quand la personne a un neurotype différent du mien. Et ça demande un effort supplémentaire parce qu'on ne peut pas simplement se demander « Ah, comment je me sentirais si j'étais à sa place? » La personne autiste, elle a un système nerveux qui est différent. Elle perçoit l'environnement différemment au niveau des stimuli sensoriels, mais elle a aussi des réactions émotives différentes face à une même situation. Et puis, son processus cognitif fait qu'elle a des pensées, des réflexions, puis des conclusions très différentes de celles que vous auriez si vous étiez à sa place. Être autiste, ça signifie que tu as un système nerveux qui a plusieurs différences par rapport à celui des personnes neurotypiques au niveau anatomique, au niveau biochimique et par conséquent au niveau de son fonctionnement. Ça a été démontré entre autres par l'imagerie médicale dans la dernière décennie. Être autiste, ça signifie aussi que tu es une personne handicapée.
Une personne handicapée, c'est une personne qui a au moins une déficience qui entraîne des incapacités. Chez les personnes autistes, il s'agit de déficiences puis d'anomalies au niveau de notre système nerveux. Par exemple, je suis désavantagée par rapport à une personne neurotypique dans n'importe quel environnement bruyant parce que je vais m'y fatiguer beaucoup plus rapidement. Et puis, si je n'utilise pas des moyens pour diminuer mon exposition quotidienne au bruit, par exemple des bouchons ou un casque, je vais subir régulièrement des effondrements austiques. C'est très difficile pour moi d'être ainsi confrontée au quotidien à mes limitations. C'est très difficile de jamais répondre aux attentes des autres et même à mes propres attentes. C'est très difficile de croire que je pourrais avoir de la valeur pour quelqu'un alors qu'on me renvoie sans arrêt que je suis endommagée, dysfonctionnelle. Pourtant, il ne faut pas que j'aie peur du mon handicap, parce que porter l'étiquette de personne handicapée, c'est le seul moyen que les gens acceptent de me donner le soutien dont j'ai besoin. Pour résumer, être en situation de handicap, ça veut juste dire que tu es désavantagé par rapport aux autres à cause de tes déficiences qui entraînent des incapacités. Mais justement, ça veut dire ça aussi. Ça veut dire que tu as des incapacités permanentes qui sont bien réelles puis qui vont entraîner tout au long de ta vie des besoins de soutien. L'autisme, c'est un handicap invisible. On peut voir les manifestations puis les conséquences de mes déficiences, mais on ne peut pas voir mes déficiences parce qu'elles sont cachées dans mon crâne. Souvent, les gens qui m'accompagnent pour faire des commissions, ils vont remarquer que je ne compte pas la monnaie quand on me la remet. Alors, les gens imaginent que je ne me préoccupe pas tellement de mes finances, que je me fous qu'on ne me rende pas le bon change. Mais ce que les gens ignorent, c'est qu'à cause de mon déficit de mémoire de travail, qui est une de mes déficiences invisibles, je ne peux pas compter la monnaie rapidement et, bien sûr, les autres clients s'impatientent. Alors, quand tu as des déficiences invisibles, les gens portent un jugement moralisateur. Elle ne s'intéresse pas à ses finances, c'est pas une bonne personne. Donc, les gens jugent mes comportements et mes incapacités. Par exemple, toute ma vie, puis encore aujourd'hui, même si je dis ouvertement, je fais des conférences que je suis autiste, on dit de moi que je suis paresseuse, que je veux m'opposer, que je manque de volonté ou que je veux un traitement spécial. Mes déficits ne se voient pas, alors ils sont perçus comme impossibles, imaginaires ou des excuses pour ne pas faire comme tout le monde. Les aménagements, les accommodements, le soutien, l'accompagnement, les stratégies, les outils en tout genre, tout ça, ça me permet de mieux réussir certaines choses. Mais je vais toujours avoir besoin de ces soutiens pour me permettre de réussir. Et puis malgré tout, il y a certaines choses qui restent impossibles, même avec du soutien, puis même avec 45 ans d'expérience de vie. Et puis, si je perds l'accès au soutien, je suis à nouveau incapable. Et ça arrive souvent parce que je réussis avec du soutien. Puis là, mon entourage, j'ai dit « Hey, wow, elle est capable de réussir, elle n'a plus besoin de soutien. » Donc, il me faut avouer continuellement que je suis encore nulle. Mais oui, je suis nulle pour avoir l'aide dont j'ai besoin. Mais alors, de ma perspective, on me donne cette aide parce qu'on me considère nulle. Et je dois vivre avec cette identité nulle, puis je dois l'assumer même. Et ça, c'est pas facile quand tu es une jeune personne en construction de ton identité, qui manque un peu de confiance en soi, ou qui a tout simplement pas d'estime de soi, et puis qui voudrait bien être considéré acceptable par son entourage. Avez-vous remarqué qu'il y a deux grandes catégories de personnes autistes? J'ai mis au point une analogie pour les expliquer. Le premier type, c'est l'autiste caméléon. L'autiste caméléon, il observe les gens autour de lui, puis il les imite. Les autistes appellent ça faire du masquage. Quand on interagit avec un autiste caméléon, en fait, on interagit avec son personnage neurotypique. Plus cette personne autiste, elle excelle à jouer un personnage neurotypique, plus elle va passer pour neurotypique. À cause du masquage, ses capacités sont surestimées, puis ses difficultés sont complètement niées. L'autiste caméléon, il a développé une certaine capacité de trouver des moyens pour pallier ses déficits. Et l'autiste caméléon, c'est plus fréquent chez les filles et les femmes. Le deuxième type, c'est l'autiste hippopotame. C'est l'autiste classique, celui que tout le monde sait reconnaître parce qu'il est visiblement différent. On le considère une personne difficile, qui s'oppose, qui est rigide. Parce que il refuse d'accepter de faire des choses qui lui font ressentir de la surcharge sensorielle ou cognitive ou qui sont trop épuisantes.
Les capacités de l'autisme hippopotame sont sous-estimées parce qu'il y a de la difficulté à trouver par lui-même des moyens pour pallier ses déficits. Puis en plus de ça, il n'arrive pas à expliquer ses difficultés et ce qui l'aiderait. L'autisme hippopotame est plus fréquent chez les garçons et les hommes. Mais attention, ce sont des généralisations. J'ai des amis autistes femmes qui sont des purs autistes hippopotames, et vice-versa. Et puis quand je suis fatiguée, moi-même, quand j'ai de la douleur, quand je suis malade, quand je suis anxieuse, quand je deviens une autiste hippopotame. J'ai observé que les autistes qui ont des anomalies sensorielles les plus sévères, puis les autistes qui ont une comorbidité de déficience intellectuelle sont rarement du type caméléon. Il y a probablement d'autres facteurs parce que ce sujet-là n'est pas étudié par les scientifiques, même si les personnes autistes n'arrêtent pas d'en parler. Je ne peux pas avoir une interaction spontanée. Mon cerveau est trop débordé pour ça. Je dois utiliser des scripts d'interaction sociale pour pallier ma lenteur de traitement des informations et mon déficit de cohérence centrale. Ça veut dire que j'ai une incapacité à tirer une signification globale à partir d'une masse de détails. J'ai déduit en jouant à des jeux vidéo qu'il existe des types de personnes et que si j'apprends à les repérer puis à connaître les caractéristiques de chaque type, je peux plus facilement développer des scripts d'interaction adaptés pour chaque type de personne. Dans le jeu vidéo, il suffit d'adopter tel comportement avec le guerrier, puis tel comportement avec le magicien. Dans la réalité, il suffit d'adopter tel comportement avec une personne qui a une faible estime de soi, puis tel comportement avec une personne qui est méfiante. Mes lectures de livres de psychologie m'ont permis de mieux comprendre les modes de perception sensorielle, de raisonnement et de ressenti émotif de plusieurs types de personnes. Grâce à tout ça, je suis devenue une excellente autiste caméléon au fil des ans. Mais par contre, il y a des nombreux et sérieux désavantages à passer ta vie à jouer des personnages. Entre autres, ça entraîne beaucoup de fatigue. Et aussi l'impression d'être personne. Tu es déconnecté avec tes émotions. Et tu n'as pas des relations authentiques, c'est ton personnage qui interagit avec les gens. Alors, les autistes caméléons, ils ont l'air minimalement compétents au niveau des interactions sociales, même s'ils font beaucoup de gaffes sociales. Les autistes hippopotames, eux, ils parviennent pas à jouer la comédie. Et donc, on dit des autistes hippopotames qu'ils sont totalement incompétents socialement. Pourtant, dans les deux cas, on ne peut pas savoir si la personne est compétente au niveau social parce qu'elle n'a même pas l'opportunité de tester sa compétence sociale, parce qu'elle n'arrive pas à traiter les informations assez rapidement pour pouvoir être en relation au sens neurotypique du terme d'être en relation. L'élève autiste qui ne réussit pas à avoir l'air neurotypique, il provoque nécessairement des réactions chez les autres personnes, autant chez ses pairs que chez les adultes. Les gens sont généralement soit du type qui craint les différences, soit du type qui est attendri par les différences. La personne qui est attendrie, elle va avoir des réactions favorables. Par exemple, ça se peut qu'elle aide la personne autiste, qu'elle soit à son écoute ou qu'elle la protège. La personne qui est inquiète à propos de la différence, elle vit de l'incertitude, de l'inquiétude, elle est peut-être frustrée ou fâchée même de devoir côtoyer cet élève-là qui lui fait vivre de l'anxiété. Parce qu'il n'y a aucun humain qui aime ressentir des émotions négatives. Moi non plus, j'aime pas ça. Alors, c'est tout à fait normal que la réaction de cette personne-là, ce soit l'activation de ses mécanismes de défense psychologique, parce que son cerveau, il perçoit la personne autiste comme un danger, alors il essaie de s'en protéger. Le hic, c'est que quand nous agissons en fonction de nos mécanismes de protection, nous avons des réactions nuisibles ou destructrices envers la personne. Par exemple, ça se peut qu'on la rejette, qu'on la ridiculise, qu'on l'insulte, qu'on la stigmatise, ou même qu'on l'agresse verbalement, psychologiquement ou physiquement. Et malheureusement, chaque semaine, je reçois plusieurs témoignages à ce sujet-là. La violence en continu que j'ai subie à l'école, il y a 25 ans de ça, est encore vécue par la jeune génération. Et je ne peux pas rester insensible à leur souffrance parce que je connais les séquelles psychologiques sévères et durables que ça vous laisse. Je vais maintenant faire une analogie avec les robots. Et attention, je ne dis pas que les personnes autistes sont des robots, c'est une métaphore que je vais te faire. La vallée de l'étrange, c'est le nom donné à la sensation d'étrangeté et d'aversion qu'un être humain ressent quand il interagit avec un robot qui ressemble beaucoup à un humain, comme sur la photo. Notre cerveau, il juge le robot humanoïde, son comportement, ses postures, ses expressions faciales, tout ça.
Mais notre cerveau, il juge pas selon nos attentes face à un robot. Il juge selon nos attentes face à un humain parce que le robot ressemble plus à un humain. Si on jugeait le robot selon le standard robot, on ne ressentirait pas une sensation d'anormalité. Mais comparé au standard humain, le robot humanoïde, il réussit pas à répondre à 100% au standard, donc il est bizarre. Et ça active notre réaction d'aversion à l'étrangeté. Puis cette réaction-là, elle est automatique, puis est impossible à réprimer totalement. Elle se produit en quelques secondes, dès le début de l'interaction sociale. L'aversion à l'étrangeté, c'était sûrement utile dans notre passé lointain. Par exemple, s'il y avait un individu qui avait un comportement bizarre, ça se peut qu'il avait la rage, puis il fallait l'exclure du groupe pour se protéger. Pendant mes interactions avec les personnes neurotypiques, je suis jugée selon le standard humain neurotypique. Le problème, c'est que j'ai pas la capacité de répondre à ce standard-là à cause de mes déficits cognitifs puis d'autres choses aussi, comme mes anomalies sensorielles. Et donc, j'échoue à atteindre le standard. Et je suis perçue bizarre, comme le robot humanoïde, parce que j'ai une posture particulière, je fais des mouvements inattendus, mon expression faciale, mon ton de voix ne correspondent pas à ceux qui sont attendus. L'élève qui masque son autisme, il y aura les réactions favorables de l'entourage seulement s'il réussit à vraiment bien masquer son autisme et en tout temps. Et ça, c'est possible seulement en début d'année scolaire, quand l'élève n'a pas encore accumulé de fatigue. Dès que son personnage neurotypique va être imparfait, l'élève va être perçu comme étrange. La personne autiste, elle ne peut pas faire mieux. Elle est coincée dans la vallée de l'étrange. Elle est coincée hors de portée de la réaction empathique envers un autre humain à laquelle elle devrait pourtant avoir droit. Parce que votre cerveau la classe dans les catégories comme source de danger ou mauvaise personne. Vous pouvez ressentir de l'incertitude, de l'inquiétude, de l'anxiété, de la frustration ou même de la colère, de la peur, de la haine, du dédain ou du dégoût face à un être que votre cerveau ne réussit pas à classer dans la catégorie humain neurotypique. Et bien sûr, les gens doivent se protéger face aux dangers perçus. Et ils le font, comme on a dit, en rejetant la personne autiste, en la ridiculisant, en l'insultant, en la stigmatisant ou en l'agressant verbalement, psychologiquement, physiquement. Le problème, c'est que l'élève autiste, c'est pas un robot humanoïde. L'élève autiste, c'est un être humain. Les personnes neurotypiques, par contre, elles ont le pouvoir de changer la situation. Pour commencer, vous pouvez, dès aujourd'hui, prendre conscience du fait que votre aversion envers la personne autiste n'est pas causée par une source de danger réelle, mais simplement par le fait que la personne autiste ne réussit pas à se plier aux normes d'interaction sociale, par exemple, regarder dans les yeux ou adopter le ton de voix dans la telle circonstance. Vous pouvez apprendre à mieux connaître la personne en la questionnant ou en consultant ses parents et ses intervenants, ou en posant des questions à des personnes autistes adultes comme moi qui répondent aux questions du public sur Internet. Les gens qui sont pas familiers avec l'autisme pensent que je mens ou que je suis désintéressée de la conversation parce que je les regarde pas quand ils me parlent. Mais une de mes déficiences cognitives, c'est que je suis incapable de traiter simultanément les informations de plus qu'un sens. Donc, si je porte attention à la parole, je ne peux pas porter en même temps attention aux micro-mouvements incessants de votre visage. Qu'est-ce que je fais alors? C'est que je regarde un objet qui est fixe. Comme ça, je peux me concentrer sur vos propos. Et c'est ma manière de vous faire preuve d'intérêt et de respect. Mais je suis perçue comme une mauvaise personne qui s'intéresse à personne. Vous avez la capacité de remettre en question votre ressenti instinctif puis de vérifier vos interprétations. Nous, on n'a pas la capacité de mieux masquer nos déficits. Je ne peux pas être capable de ressentir deux sens en même temps. Les intérêts spécifiques de l'élève autiste peuvent aussi provoquer la réaction d'aversion à l'étrangeté. Un exemple dont j'ai été témoin, c'est celui d'une jeune femme autiste de 22 ans. Elle était fascinée par les films d'horreur. Elle acceptait de visionner seulement des films d'horreur, puis elle en discute sans arrêt. Quand ses parents puis son intervenante ont constaté que l'intérêt ne diminuait pas d'intensité malgré plusieurs tentatives de lui couper tout accès à des films d'horreur, la mère s'est résignée. Elle a écrit sur un groupe dont je suis membre où les adultes autistes répondent aux questions du public. Étant donné que moi j'ai été victime d'énormément de violence au cours de ma vie, j'ai pas du tout d'intérêt pour les films d'horreur. Et
Franchement, j'arrivais mal à comprendre comment ça pourrait devenir un sujet d'intérêt spécifique pour une personne autiste. Mais à ma grande surprise, il y a de nombreux adultes autistes qui s'intéressent aux films d'horreur puis qui ont répondu à la mère. Il y en a certains qui ont répondu qu'ils essayaient de comprendre comment ça marche dans la tête d'un psychopathe. Parce que ça leur semblait tellement invraisemblable qu'un humain puisse agir aussi méchamment. Mais en même temps, ils sont pas fous, hein? Ils savent que ça arrive réellement puisqu'on voit plein d'histoires d'horreur dans les journaux télévisés. Il y en a d'autres qui ont répondu qu'en étudiant les réactions des personnages dans les films d'horreur, ça les aidait à mieux comprendre leurs réactions à eux dans des situations qu'ils vivaient. Et que, comme les émotions dans les films d'horreur sont rarement complexes, c'était plus facile pour eux à comprendre que, par exemple, dans des films à l'eau de rose. Il y en a certains qui ont dit que l'absence d'ambiguïté dans les émotions des personnages, c'était une sorte de réconfort pour eux en comparaison de la complexité de tenter de deviner les émotions de leurs proches. Il y en a d'autres qui ont dit que les émotions vives des personnages dans les films d'horreur, ça les aidait à ressentir leurs propres émotions, comme si ça avait un effet catalyseur. Il y a d'autres personnes qui ont écrit qu'elles ont beaucoup d'hyposensibilité sensorielle. Ça veut dire qu'elles ne ressentent pas grand-chose au niveau sensoriel. Et donc, leur cerveau est tout le temps en recherche de sources de stimulation. Et les films d'horreur, ça leur fournit une source de stimulation qui apaise leur cerveau. Jamais je me serais douté de tout ça. Il y a sûrement au moins un ou une des personnes qui écoutent qui se dit « Mais je suis pas comme ça, moi. J'en ai pas d'aversion pour les personnes différentes. » Et c'est possible. En psychologie, il y a une théorie des traits de personnalité qui se nomme le modèle des Big Five. Ce modèle-là dit qu'il y a des personnes qui sont davantage ouvertes à la différence et qui ont moins de crainte face à l'étrangeté. Ils appellent ça le trait de personnalité ouverture. Les personnes qui ont un faible niveau du trait ouverture, elles sont très stressées par le changement, par la nouveauté, l'originalité et la prise de risque. Alors, si ça vous correspond ce que je viens d'écrire, portez une attention particulière à vos réactions d'aversion à l'étrangeté. Vous pouvez recadrer votre cerveau. L'élève autiste, il n'est pas plus dangereux que vos autres élèves. Il est juste un peu bizarre. Je vais maintenant vous citer des extraits d'une vidéo d'un monsieur qui s'appelle Orion Kelly. C'est un vlogueur autiste anglophone. Sa vidéo s'intitule « La haine de soi des autistes et les fardeaux du quotidien ». Début de citation. Si vous pensez que j'obtiens du plaisir en tant que personne autiste à interagir avec quelqu'un d'une manière que je croyais tout à fait correcte, acceptable, et que chaque fois, c'est pas correct, normal ou acceptable pour eux, puis ils le prennent mal, hein? Tu peux pas masquer des choses. En tout cas, tu peux pas masquer ton cerveau. Et si ça n'est pas atteignable d'agir correctement, de manière acceptable, ma seule option pour éviter de vous accabler, c'est de m'éloigner complètement de vous. Si chaque jour tu te réveilles et que peu importe ce que tu feras, tu vas accabler les gens, tu vas être un fardeau, simplement par le fait d'être avec eux, d'interagir avec eux, d'être toi-même. Comment pourrais-tu te sentir bien à propos de toi-même? Pourquoi est-ce que je voudrais accabler les gens que j'aime, les gens qui sont importants pour moi, en étant simplement moi-même? Ça me fait sentir dégueulasse. Fin de citation. Monsieur Kelly ensuite explique que ça le met en colère contre lui-même, puis ça le rend triste, mais comme il éprouve toujours ses émotions très fortement, ses émotions sont très visibles pour son entourage. Je poursuis la citation. Et si je suis avec les gens et je suis intensément triste, fâchée ou agitée parce que je me rends compte que je les ai accablés, c'est un autre fardeau pour eux. Et maintenant, non seulement il y a une personne qui, d'après eux, leur a pas parlé correctement, mais en plus, cette personne-là les fait sentir terriblement mal. Parce qu'il n'y a personne qui veut être près d'une personne qui est intensément en colère, agitée ou triste. Pour être honnête, je veux pas être près de moi-même. Percevez-vous toute la détresse dans son témoignage? Moi, je l'aperçois, parce qu'elle résonne terriblement puis intimement. Je la vis aussi, cette détresse-là, puis vos élèves autistes la vivent aussi. C'est pourquoi bien des personnes autistes choisissent de ne plus être en relation avec les autres humains ou de limiter leur relation au strict minimum. Elles en peuvent tout simplement plus de percevoir pendant chaque interaction la crainte, la peur, le dégoût, la haine, la frustration, la tristesse et toutes les autres émotions négatives.
Les gens s'imaginent que les personnes autistes ne perçoivent pas les émotions. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes autistes qui ont de la difficulté à mettre des mots sur les émotions, mais croyez-moi, elles les ressentent très fortement. C'est pas la même chose pas être capable de mettre un mot et pas ressentir l'émotion. Nous sommes dégoûtés et frustrés de nous-mêmes d'être un fardeau et de causer de la détresse à nos proches par notre simple existence. Nous sommes tristes et nous nous sentons incroyablement isolés de savoir que nous pourrions être aimés, mais seulement si nous réussissons à masquer qui nous sommes. Nous ressentons une impuissance terrible parce que tout ce que nous pouvons faire dans la vie, c'est vous accabler, être une charge émotionnelle ou un fardeau. Parce que nous ne pouvons pas éviter ou cesser d'avoir une déficience neurologique. En plus, nous sommes désabusés face à notre absence de futur. Savez-vous qu'il y a 90% des adultes autistes qui sont sans emploi ou dans un emploi qui est bien en dessous de leurs compétences? Alors que pour l'ensemble des personnes qui vivent avec un handicap, toutes les personnes handicapées, ce nombre est de 66,0%. Comment imaginer que tu vas pouvoir réaliser tes rêves, avoir un chez-toi, un partenaire de vie, des enfants, des rêves? Notre courbe développementale ne suit pas celle des autres personnes neurotypiques. Au secondaire, le problème, c'est que l'écart au niveau du développement socio-affectif, il augmente drastiquement puis brusquement. Et cet écart-là devient un réel obstacle à l'intégration. Et il perdure toute la vie. Et ça entraîne beaucoup de jugements négatifs à notre égard. Et c'est même un peu plus compliqué que ça. La personne autiste, elle peut avoir une courbe développementale normale ou même au-dessus de la normale dans certaines sphères, tout en ayant une courbe développementale nettement en retard dans d'autres sphères. Par exemple, chaque fois que j'ai eu à passer des tests d'intelligence, j'ai obtenu des résultats au-dessus de la moyenne. Pourtant, j'ai accusé toute ma vie un retard au niveau du développement socio-affectif et au niveau du développement moteur. En plus, chaque personne autiste peut avoir un développement complètement différent des autres autistes. Alors, pour soutenir un élève autiste, il faut l'observer dans chacune des sphères développementales pour déterminer où il est rendu dans son développement et comment on peut le soutenir pour la poursuite de son développement. Cette évaluation est nécessaire pour savoir quelles sont les attentes qui est raisonnable d'avoir envers chaque élève autiste en fonction de ses niveaux développementaux dans chacune des sphères. Souvent, les parents ou les intervenants me demandent « Mais s'il n'est pas capable de faire telle affaire à 16 ans, comment il va faire plus tard? » Il va faire comme moi, puis comme tous les autres autistes des autres générations avant lui. Il va suivre sa propre trajectoire développementale. Et ça signifie que, il va être en retard pendant pas mal toute sa vie dans certaines sphères, puis que, c'est correct. Est-ce que c'est vraiment si grave si, par exemple, on ne commence pas à travailler à 19 ans? Et même que, si je vais être cynique, est-ce que c'est vraiment si grave de commencer ta vie d'adulte un peu plus tard que les autres quand de toute façon, tu as seulement 10% de probabilité d'obtenir et de conserver un emploi? Je vais parler du champ perceptuel parce que la découverte de ce concept du champ perceptuel, ça a été une telle révélation pour moi que je ressens le besoin de m'assurer que tous les humains connaissent ce concept. Carl Rogers, qui est un psychologue humaniste américain et qui est considéré comme un des fondateurs de la psychothérapie, a fait connaître ce concept-là. Le champ perceptuel ou champ phénoménal, c'est l'ensemble des faits dont la personne a conscience. Ces faits-là sont ce qui détermine le comportement de la personne puisque c'est sur eux qu'elle base ses jugements. Chacun perçoit donc seulement une partie de la réalité et chacun vit donc dans sa réalité. Pour comprendre l'autre personne, ses motivations, ses ajustements, il faut évaluer les choses en fonction de son champ perceptuel et non en fonction du mien. On va faire une autre analogie. Il existe plusieurs sortes de télescopes. Il y a le télescope optique, bien sûr, qui permet de capter des images à partir du spectre lumineux. Mais il y a aussi des télescopes qui détectent les ondes radio et des télescopes qui détectent les rayons gamma, les rayons X ou infrarouges. Les 4 images à droite de la diapositive sont des images de la nébuleuse du Crabe, mais elles ont été produites par 4 types de télescopes. Voyez-vous à quel point la perception de la nébuleuse du Crabe varie selon le télescope qu'on utilise?
Si on veut définir la réalité de la nébuleuse du crabe, ben il va falloir additionner toutes ces images-là en plus de bien d'autres informations. Les personnes neurotypiques, elles ont toutes un télescope semblable. Pas pareil, semblable, du même type. Disons qu'elles ont un télescope optique. Tandis que les personnes autistes, elles ont d'autres types de télescopes. Et ça entraîne que le champ perceptuel des personnes autistes est différent de celui qui est généralement admis comme étant la réalité commune par les personnes neurotypiques. Par exemple, moi, disons, j'ai un télescope à infrarouge. Mon copain autiste, il a un télescope à rayon X, puis mon autre ami autiste, elle a un télescope à rayon gamma. Donc, même entre personnes autistes, nous avons de la difficulté à nous entendre sur une réalité commune. C'est extrêmement isolant d'être autiste à cause de ça. Il y a une personne autiste qui m'a écrit, je cite, « On passe pour des personnes qui sont confrontantes alors que c'est notre souffrance qui parle. » Et c'est bien ça qui est le plus difficile quand on est autiste. On se fait constamment prêter des intentions qu'on n'a pas du tout parce que les personnes neurotypiques font de la projection constamment sans s'en apercevoir. Elles prêtent aux autres des intentions qu'elles auraient dans telle situation. Et quand l'autre est aussi neurotypique, ça donne souvent une estimation correcte des intentions de l'autre. Mais quand l'autre est autiste, ça donne une estimation erronée. Fin de citation. Il y a une autre personne autiste qui m'a écrit, je cite, « J'étais très anxieuse et j'avais très souvent mal au ventre quand je devais aller à l'école. J'ai passé ma première et ma deuxième année dans le corridor parce qu'apparemment je faisais le clown. C'était la seule façon que j'avais trouvé d'être acceptée des autres élèves puis de cesser de subir du harcèlement. Malheureusement, ça fait en sorte que les adultes m'ont perçue comme une mauvaise personne. » Fin de la citation. Quand vous aurez le réflexe d'attribuer à votre élève les intentions que vous auriez si vous aviez eu le même comportement perturbateur que lui, bien, prenez un moment de recul pour essayer de vous introduire dans son champ perceptuel. Demandez-lui pourquoi il agit comme il le fait. Et croyez-le, même si ça vous semble étrange ou improbable, sa réalité est différente. La personne autiste a des perceptions sensorielles différentes. Elle ressent les émotions différemment. Elle réfléchit différemment. En plus, à cause de ces diverses déficiences, ben, il y a beaucoup de choses qu'elle ne réussit pas à faire, même si elle voudrait désespérément réussir à les faire, croyez-moi. Une personne autiste, elle peut être inconsciente de sa façon de fonctionner et surtout inconsciente du fait que sa façon de fonctionner est différente de la vôtre. Et elle peut être incapable de vous expliquer son fonctionnement interne ou de trouver des mots pour décrire ses états mentaux. Alors, vous pouvez consulter ses proches, ses intervenants ou des adultes autistes qui répondent aux questions du public. Les personnes neurotypiques sont habituées à ce que, en général, les autres répondent tant bien que mal à leurs attentes. Pas nous, malheureusement. Beaucoup d'autistes vivent le problème que leurs besoins ne sont pas compris par leur entourage. Dès le plus jeune âge, le bébé autiste peut en venir à la conclusion qu'il n'y aura jamais personne qui va répondre à ses besoins. Par exemple, moi, quand j'étais bébé, je hurlais lorsqu'on essayait de me prendre puis de me cajoler, parce que le toucher, c'est très problématique pour moi. Mais qu'est-ce que vous pensez que mes parents neurotypiques faisaient? Bien sûr, ils essayaient encore plus de me cajoler pour me réconforter. Je vous dis tout de suite, ça ne fonctionnait pas. Je me sentais agressée. Bien sûr, il y a des personnes autistes qui ont développé un lien d'attachement solide et positif avec leurs parents, là. Mon but aujourd'hui, c'est de vous sensibiliser au fait que même un parent qui est bienveillant, ça se peut que par pure ignorance des besoins spécifiques à son enfant, bien, il fasse en sorte que l'enfant ressent ses interventions comme des agressions, comme moi avec mes parents qui essaient de me cajoler, et la non-réponse à ses besoins, il peut ressentir ça comme de l'abandon. Il y a beaucoup d'autistes qui utilisent une même expression pour parler de leurs parents, et c'est vraiment bizarre si on n'est pas au fait de ce que je viens d'expliquer. Ils parlent de leurs parents en les nommant comme des personnes attribuées à leurs soins. Ils n'ont pas d'attachement affectif avec leurs parents. C'est que pour développer un lien d'attachement avec son donneur de soins, le bébé il doit ressentir que le parent répond à ses besoins efficacement et rapidement. Quand le parent ne répond pas adéquatement aux besoins de l'enfant parce qu'il est d'un neurotype différent, puis c'est pas la faute du parent, il n'a pas la capacité d'imaginer le ressenti de son bébé. Mais le bébé, il se fait l'idée que le monde, c'est un endroit dangereux puis que la souffrance va être perpétuelle. Il y a beaucoup de personnes autistes qui sont peu motivées à développer des relations, même avec leur fratrie, leur père, les adultes. Et
comme elles sont inadéquates socialement parce qu'elles ne comprennent rien aux normes relationnelles neurotypiques, elles deviennent en plus souvent victimes d'exclusion du groupe ou même de violence. Et ça, bien sûr, ça renforce leur croyance que les relations ne sont pas utiles et même qu'elles sont source de souffrance. Souvent, ces personnes autistes-là vont se réfugier dans les jeux vidéo ou dans d'autres activités solitaires. Quand un jeune autiste en est rendu à ce point-là, il faut que ce soit les autres qui fassent les premiers pas et qui démontrent aux jeunes qu'une relation, ça peut être source de réassurance, de bien-être, puis de réponse à ses besoins à lui, aux jeunes. Après ça, le jeune, il va s'ouvrir. J'en ai vu des personnes s'ouvrir parce que leurs mécanismes de défense sont plus nécessaires pour leur survie psychologique puisque les relations sont plus dangereuses. Si vous reconnaissez un de vos élèves autistes dans la description que je viens de faire, sachez que ce ne sera pas facile ni rapide de créer un lien avec cet élève-là parce que il va devoir vivre plusieurs années de relations positives, sécurisantes, avec des adultes qui ont le temps, l'énergie, les aptitudes, les connaissances, les compétences pour répondre adéquatement à ses besoins à lui. Ses besoins étranges, bizarres. Parce qu'il faut du temps puis des preuves concrètes pour renverser la perception du monde qu'une personne s'est faite en vivant des années dans la souffrance et l'isolement. Bien sûr, je vous encourage à essayer d'être la première personne d'une chaîne de personnes qui vont offrir à cet enfant-là une lueur d'espoir dans la vie, dans l'humanité. Comment alors est-ce que vous pouvez créer un lien, une relation significative avec vos élèves autistes? Et en particulier avec ceux qui ont développé le style d'attachement que je viens de décrire. Avec votre élève autiste, misez sur un attachement basé sur son mode de pensée concret, puis sur son côté observateur, plutôt que sur une relation de nature sentimentale, on va dire. L'élève autiste, c'est probablement celui qui vous observe le plus intensément, même si vous imaginez le contraire. Et il y a certaines valeurs qui sont pratiquement unanimement catégorisées comme très importantes par les personnes autistes. Et c'est sur ça qu'il va vous juger, sur la mise en pratique de vos valeurs. Puis croyez-moi, il va vous juger sévèrement parce qu'il est en mode défensif en permanence, il a peur, il se sent en danger, il se sent tout seul, isolé. Donc, la personne autiste, elle vit dans un danger perpétuel à cause de tout ce qu'on vient de dire, plus ses anomalies sensorielles puis ses déficits cognitifs. Alors, si le jeune considère que vous avez un bon jugement, puis un comportement prévisible, vous devenez une grande source de sentiment de sécurité pour lui. Puis croyez-moi, il cherche désespérément un sentiment de sécurité. Les valeurs généralement importantes pour les personnes autistes sont l'intégrité, ça veut dire l'honnêteté, l'incorruptibilité. L'objectivité, ça c'est la capacité d'analyser une situation avec ses processus cognitifs plutôt qu'en se laissant influencer par ses émotions. L'impartialité, pas avoir de parti pris. Juger les élèves en fonction de critères objectifs et connus. La congruence, avoir des actions, des pensées, des croyances alignées. Mon père aurait dit prêcher par l'exemple. La connaissance de la matière que vous enseignez. La compétence, il va évaluer votre compétence en gestion de groupe, en capacité de reformuler une explication autrement, en capacité à formuler clairement les consignes, bref, votre compétence d'enseignement. La franchise, ça, c'est parler directement et honnêtement. Mais c'est aussi le sentiment qu'on a quand on est près de vous, que les mots que vous dites reflètent le ressenti, les ondes là, qui passent. Et la capacité d'admettre vos erreurs et vos déficits, parce qu'on lui demande tout le temps de faire ça, alors il y a besoin de modèles d'adultes qui sont capables de le faire aussi. Il y a un homme autiste qui est aujourd'hui ingénieur qui m'a écrit ceci, et je cite. Vraiment, dites-leur de faire attention aux consignes à double sens et de ne pas modifier les consignes en cours de route sans expliquer pourquoi ils les changent. J'ai souvent été disputée pour l'insubordination à l'école parce que j'avais un grand sens de la justice, puis je comprenais pas que la consigne changeait selon le contexte, alors ça créait énormément de frustration et d'incompréhension. Les adultes autistes m'ont demandé de vous encourager à respecter l'importance à repenser, c'est-à-dire l'importance de se conformer aux attentes à la normalité. Les cours de psychologie et de sociologie m'ont appris que les besoins d'appartenance puis de reconnaissance, c'est pas mal prioritaire pour une personne neurotypique. Alors les groupes de personnes édictent des règles à respecter pour être jugés dignes d'appartenir au groupe. Et ces règles-là, ce sont les attentes à la normalité. Alors se conformer aux attentes à la normalité, c'est très important pour une personne neurotypique.
C'est ce qui détermine si vous obtenez une réponse à votre besoin d'appartenance et à votre besoin de reconnaissance. Ce qu'il y a, c'est que vous avez la capacité de vous conformer aux attentes à la normalité, parce que ces attentes-là ont été édictées en fonction des caractéristiques puis des capacités d'une personne neurotypique. Alors, vous vous y conformez sans même réfléchir, ça se fait naturellement, tout simplement. Et vous imaginez pas qu'il y aurait des personnes qui n'ont pas la capacité de s'y conformer. Sauf que pour nous, répondre aux attentes à la normalité, ça signifie souvent de vivre dans un niveau de fatigue chronique que vous imaginez probablement même pas, à part peut-être si vous avez eu un cancer. Ça peut aussi signifier de vivre en continu dans la surcharge sensorielle, cognitive ou langagière. Puis la surcharge, c'est une sensation qui est très similaire à la douleur, puis c'est aussi intolérable que la douleur. Alors, répondre aux attentes à la normalité, ça peut entraîner des effets non négligeables même sur notre santé physique. En plus, on va échouer, parce que c'est impossible à un être humain de performer à un niveau qui dépasse ses capacités réelles plus que quelques heures, quelques jours ou quelques semaines. Et cet échec en continu, ça finit par miner totalement notre estime de soi puis notre confiance en soi. Alors, posez-vous plus souvent la question, est-ce que quelqu'un va mourir ou subir des graves préjudices si mon élève autiste fait ceci ou ne fait pas cela? Par exemple, est-ce que quelqu'un va mourir ou subir de graves préjudices si mon élève autiste porte des bouchons ou un casque anti-bruit toute la journée? Si mon élève autiste reçoit une copie des notes de cours d'un autre élève au lieu de prendre ses propres notes? Si mon élève autiste profite de la récréation ou de l'heure du lunch pour se calmer ou faire de l'autostimulation, moi je fais ça, au lieu de socialiser avec les autres élèves. Si mon élève autiste quitte 5 minutes plus tôt pour pouvoir aller au vestiaire ou à son casier avant le chaos. Votre élève autiste, il fonctionne au-dessus de ses capacités, simplement en étant présent à l'école. Ça, c'est sans compter que nous sommes souvent victimes d'intimidation ou d'autres violences. Alors, exiger de l'élève autiste qu'il réussisse dans des choses qui interfèrent avec ses déficits fortement, mais c'est considéré par beaucoup d'adultes autistes comme une forme d'abus qu'ils ont subi pendant leur scolarité. Et malheureusement, nous sommes nombreux dans la communauté autiste à avoir un tel traumatisme par rapport à l'école que nous avons la nausée et nous tremblons à la simple idée de devoir entrer dans une école en tant qu'adulte. C'est possible que la non-atteinte des attentes à la normalité entraîne des conséquences néfastes pour votre élève à court ou à moyen terme ou à long terme. Mais est-ce que ces conséquences-là vont être la mort ou des graves préjudices à lui ou à une autre personne? Probablement pas très souvent. Certains jeunes autistes ont été valorisés uniquement ou principalement en fonction de leur intelligence. En partie parce qu'ils sont malhabiles physiquement. On ne les valorisera pas pour leur score au hockey. En partie aussi parce qu'ils sont malhabiles dans les interactions sociales. Puis, la réussite dans toutes les sphères de la vie s'est dictée en grande partie par les habiletés sociales, à l'école, au travail, en amitié, en amour, dans les loisirs même. Parfois aussi, le parent va survaloriser l'intelligence de son jeune parce qu'il n'accepte pas que son enfant ait des déficiences et donc il s'intéresse seulement à ses forces. Les jeunes autistes qui ont grandi dans un climat comme ça peuvent avoir développé une peur de l'échec dans le monde réel. Parce que le monde naturel, on va dire les vraies affaires, il est chaotique. Puis le risque d'échec est élevé, bien réel, là. Alors, ils ont peur d'être jugés stupides s'ils échouent ou s'ils se trompent, et que ça ferait en sorte qu'ils perdent la seule valeur qu'ils ont pour leurs proches, leur intelligence. Parce qu'on ne peut pas être à la fois stupide d'avoir échoué et intelligent. C'est donc important d'expliquer aux jeunes que tout au long de sa vie, l'expérience et la compétence vont être plus valorisées que l'intelligence, peu importe ce que ça veut dire. Et donc, le fait de se tromper, ça fait partie du processus d'apprentissage, d'acquisition d'expérience et de compétences. Et donc, le jeune, il peut se tromper sans perdre toute sa valeur. Si vous saviez, j'ai appris ça très tard dans la vie, moi. Il faut aussi expliquer que quand on est dans une situation d'incapacité ou de limitation, c'est attendu qu'on ne pourra pas atteindre le même niveau de réussite que ses pairs, puis que c'est correct que les humains aient des forces puis des faiblesses variées. Pour lui donner l'opportunité de se construire une meilleure estime de soi, il faut favoriser, c'est-à-dire des situations où ses chances de réussite sont au moins égales à celles de ses pairs. Finalement, plus tard, on pourra introduire lentement des situations où on sait que les déficits de l'élève vont causer des difficultés, tout en donnant à l'élève du soutien et des accommodements.
Mais attention, vous devez avoir des attentes réalistes et accepter qu'une personne autiste, elle va toujours rester en situation de handicap. Parce qu'elle a des limitations liées à ses déficiences qui vont empêcher totalement ou limiter fortement sa capacité de réussir certaines choses. Il faut accepter que certaines choses pourront être réussies seulement à un coût qui est tellement déraisonnable et disproportionné par rapport à ses pairs pour sa santé physique, pour sa santé mentale, que ça n'en vaut même pas la peine. Puis que même avec des décennies d'expérience comme moi, des accommodements, du soutien, ça se peut que ça ne marche pas. Si vous étiez chef de mission pour la NASA, est-ce que vous enverriez un astronaute dans la haute atmosphère sans équipement adéquat? Ben non, parce que vous savez que son système respiratoire et sa thermorégulation ne sont pas adaptés aux conditions environnementales en haute altitude. La personne autiste, elle se retrouve dans un environnement physique et humain pour lequel son système nerveux n'est pas adapté. Alors elle a besoin d'outils, de techniques, de stratégies, d'accompagnement, de temps supplémentaire, d'une communication adaptée, d'une prise en compte de ses déficiences, puis toutes sortes d'autres formes de soutien. Et sans ce soutien-là, la personne autiste a autant de chances de succès dans la société neurotypique qu'un astronaute qui tenterait une mission sans combinaison spatiale. Votre élève autiste, il fait pas le difficile. Il cherche pas d'attention. C'est bien tout le contraire. Il veut pas un traitement de faveur. Votre élève autiste, il a les mêmes besoins que tous vos autres élèves. Il veut se sentir en sécurité. Il veut pas être en souffrance permanente à cause de ses surcharges sensorielles. Il veut comprendre ce qui se passe autour de lui. Il veut être inclus, il veut être accepté et il veut être aimé. Mais il y a des caractéristiques différentes, alors la manière de répondre à ses besoins doit être adaptée à ces caractéristiques. Merci d'avoir écouté cette formation.